Avant de passer au dossier, je vous propose de passer par un formulaire qui n'est pas encore actif dans la version qui est en cours pour l'instant, 7.01, par contre qui sera actif dans une ou deux versions, donc 7.02 probablement, 7.03 au grand maximum. En fait, c'est un formulaire qui, lors de l'initialisation première d'Elaïs, va vous permettre de passer systématiquement par tous les points qui sont, entre guillemets, obligatoires de paramétrer avant de véritablement travailler avec Elaïs. Alors, dans un premier temps, en fait, ici, il y a un menu. Donc, en fait, ce formulaire n'est pas actif. Mais ici, on voit un menu avec toute une série de points, à commencer par le bureau. Alors bureau, on voit ici logo, adresse, géolocalisation, slogan, signature. Donc ce seront toutes des choses à introduire, à paramétrer pour permettre par exemple l'impression des factures puisque c'est là qu'on va venir chercher tous les éléments. Le personnel. Alors le personnel, en fait, qu'on soit 1 ou 5 dans le bureau, tout ça se nomme personnel. Donc si on est tout seul, c'est l'identification, ou plusieurs, l'identification, l'adresse des gens, le groupe barémique de vous-même et des collaborateurs qui va faire donc le lien entre la personne, les prestations, le barème et les taux de facturation. Ensuite, nous avons les codes services. Les codes services, c'est ce qu'on introduit dans une liste déroulante lors de la création de chaque offre ou de chaque dossier. Donc ça, c'est la description schématique, l'attribution d'un code de chaque type de prestation. On ne parle pas de code prestation, on parle de code service. Donc ici, ce serait par exemple le bornage, la topographie, le drone, etc. Ensuite, nous avons le barème défaut. Le barème défaut, eh bien, c'est le groupe de prestations maintenant, c'est plus du code service, le groupe des prestations que l'on va effectuer. Par exemple, on va faire du déplacement, on va mettre une borne, on va mesurer, on va borner, on va implanter, on va faire un rapport, on va faire du dessin. Donc ça, c'est le barème défaut. Et pour chaque code, on va attribuer un taux de facturation. La banque. Alors la banque, c'est simplement un partenaire particulier, partenaire qu'on a déjà vu par ailleurs et qui sera nécessaire, qui est nécessaire pour l'élaboration d'une facture par exemple, pour indiquer sur la facture où là et sur quel compte les clients doivent verser les montants des prestations. Finance, c'est un groupe très simple, il y a peu de choses à introduire. La devise qui par défaut est évidemment l'euro. Les taux de TVA défaut, 6%, 21%, etc. Il n'y a pas grand-chose à faire à ce niveau-là. La facturation, ça va de pair avec certaines choses et notamment avec ce qu'on a vu au-dessus au niveau du bureau. Mais ici, on parle principalement des éléments à faire apparaître ou pas sur la facture. Que sais-je, par exemple, c'est le montant total en chiffres, la signature du gérant, un ou deux comptes en banque, le site web du bureau, etc. La messagerie ou les messageries. Donc là, on va introduire dans Elaïs l'une ou l'autre adresse email qu'on va permettre à Elaïs d'aller voir, d'aller chercher et rapatrier justement les messages au sein d'Elaïs. Pour rappel, il peut y avoir une adresse email par personne et puis plusieurs adresses pour le bureau. Des adresses plus généralistes comme info par exemple, marketing, service après-vente par exemple. Ensuite, la gestion des documents. Donc là, c'est indiqué à Elaïs des choses qui y sont virtuelles, bien évidemment, comme des armoires, des classeurs, des intercalaires. Et c'est là qu'on va venir y classer des fichiers, donc des PDF par exemple, ou des dessins ou n'importe quoi. Et c'est au travers de ces éléments virtuels
qu'on va venir piocher et chercher quelque chose qu'on veut retrouver, comme un nom de client, comme un numéro de rue, comme en fait n'importe quoi, et ce dans tous les éléments et dans tous les documents d'Elaïs. Ensuite, les documents organisationnels, c'est l'élaboration de conditions générales, des textes pour les offres, des textes pour les rappels. Tout ça existe déjà par défaut, bien évidemment, et est mis à disposition pour d'éventuelles petites rectifications, mais encore une fois, tout cela existe. Et enfin plutôt, il y a dans les paramètres énormément de paramètres qu'on peut aller régler, comme des couleurs, comme des délais, comme des noms, comme des devises, on en a parlé, comme des marqueurs de géolocalisation. Donc là, on met évidemment le paramètre qui nous plaît le plus et qui se rapproche le plus avec nos habitudes de travail. Voilà donc pour le paramétrage initial d'Elaïs. Je crois qu'on a actuellement dans la base de données qu'on va utiliser pour l'exercice des dossiers, on a un minimum, tout ça est là, donc on peut véritablement passer à l'action et passer à un premier dossier. Le paramétrage initial, il est effectué ou il sera effectué donc à l'installation d'Elaïs et c'est quelque chose qu'on peut laisser en plan, y revenir plus tard jusqu'au moment où on va valider par le bouton ici à droite le paramétrage initial et envoyer tout entre guillemets à la bonne place pour son utilisation. Voilà, je propose maintenant de passer à un premier dossier. Je vous propose donc de faire un dossier complet et je vais le faire assez rapidement dans l'optique ou dans l'hypothèse plutôt que vous êtes déjà habitué avec Elaïs, qu'Elaïs est installé et que ça tourne. Donc ceci pour vous montrer, disons, la facilité et comment on peut opérer. Alors, activité, on va faire un nouveau dossier. On est dans les dossiers ouverts, il n'y a rien pour l'instant et on va cliquer donc sur le bouton double plus ici à droite pour ouvrir la fenêtre d'introduction d'un nouveau dossier. Alors en termes de nouveaux clients, on a un client qui est là. Je propose de l'utiliser. Voilà, j'utilise le client. On a ici le rappel de son adresse et on va aller borner sa propriété. Donc c'est un client qui habite à Nu, comme on le voit. Et voilà donc la première partie de la fiche qui est entièrement terminée. S'il y avait déjà des dossiers à son nom, on aurait ici dans le tableau de droite la liste de ces dossiers. Initialiser. Alors, Elaïs pourrait aller plus loin rapidement, mais il ne sait pas, le code service, Elaïs ne sait pas le déterminer tout seul, bien qu'on pourrait analyser le générique et voir ce qu'il y a dedans. On a ici par défaut un barème régie. On a ici par défaut un barème de frais. Par définition, ce sont les barèmes défauts, donc c'est cela qu'on va utiliser. Je fais valider. On va continuer sans ordre de mission. Et voilà, on initialise le dossier qui maintenant va venir s'installer dans les dossiers ouverts. Le voici. La tuile du dossier, comme d'habitude, résume un peu ce qu'on va faire et pour qui on va le faire. J'ouvre le dossier. J'ouvre la fiche dossier. Pour rappel, un dossier se compose plutôt de deux parties. La partie fiche, qui est celle-ci, et la partie poste, où on va aller tout à l'heure. Il y a différentes sections. La section client est importante. On voit qu'il y a l'icône verte qui déclare, ou en tout cas qui dit que la fiche du client est validée. On peut continuer, on a son adresse, on a tout ce qu'il faut au niveau de la facturation. Le générique, c'est ce qu'on doit faire pour lui. On pourrait l'affiner, date clé, etc. Donc je continue avec l'adresse de l'intervention. Si l'adresse de l'intervention est la propriété de M. Pirot, je n'ai qu'à appuyer sur
le petit triangle gris et on rapatrie dans cette section l'adresse de l'intervention. Je propose d'aller géolocaliser l'adresse de l'intervention, donc autrement dit le terrain. Je clique sur la petite flèche ici et Google se situe au mieux là où on a demandé, donc l'adresse avenue des Hêtres numéro 22. Je clique sur le bouton de droite pour aller capter les coordonnées de l'endroit. Je valide les coordonnées et je reviens dans la fiche du dossier. On voit ici la latitude et la longitude du dossier. On peut maintenant ouvrir, et on va rendre ce dossier visible sur la carte et on va pouvoir ouvrir à l'aide du grand bouton une image, un formulaire Google un peu différent. On retrouve ici le marqueur qui dit que c'est là qu'on va donc faire le bornage. On peut utiliser comme dans Google le Map Street ou le Street View plutôt. Donc on va pouvoir voilà déposer le petit bonhomme en face de la maison et on va pouvoir voir le terrain qu'il va falloir borner. On va fermer. Oui, on peut rester ici en pouvant cliquer également sur ce bouton qui va nous permettre de calculer. Il faut revenir de la Street View, voilà. Voilà, le bouton ici nous permet de calculer l'itinéraire entre le bureau et le terrain avec une idée du kilométrage, 28 km. On va fermer cette fenêtre. Les 28 km sont rapatriés ici dans la section localisation. Voilà ce qu'on peut faire et bon, à la limite ça suffit pour pas mal de travaux évidemment. On va maintenant aller dans la deuxième partie du dossier qui est la partie poste. On va cliquer sur ce grand bouton et on va ouvrir la fenêtre du poste. Alors cette fenêtre est un peu plus technique entre guillemets que la première. On retrouve surtout la partie finance et la facturation. On trouve au milieu un bandeau où on a déjà le responsable interne du dossier au niveau du bureau. On a le responsable externe, c'est-à-dire au niveau du client, qui est bien évidemment le client lui-même, Monsieur Pirot. Et on va pouvoir avoir des intervenants et des personnes contactées. C'est un bornage, donc en termes de personnes contactées, on pourrait avoir par exemple les voisins. Et les intervenants, on pourrait avoir des professionnels, des confrères, géomètres par exemple, qui sont appelés par les voisins pour venir assister le bornage. Alors je propose de faire le dossier, donc on va aller sur le terrain et on va cliquer sur prestations. On arrive dans le tableau des prestations qui est bien évidemment vide. On choisit un mode d'encodage, on fait le petit plus. Le symbole plus est partout, chaque fois qu'on rencontre sur Elaïs, dans Elaïs, un tableau. On choisit la personne qui va faire le travail. Si évidemment il n'y a qu'une seule personne dans le bureau, on va fermer l'encodage et on va aller déterminer des zones. On fait le clic droit. Et ici, on va aller, par exemple, dire, OK, on a fait en termes de terrain, on a fait du déplacement, par exemple. Voilà, déplacement, on valide. Ensuite, juste après, on a mesuré, par exemple, on détermine une autre zone. On va chercher un autre type de prestation et on va aller chercher, par exemple, le mesurage de détail. Ensuite, on va faire un break et puis après-midi, on rentre au bureau. Nouveau type de prestation et on va encore aller chercher du déplacement. Et enfin, au bureau, on est resté plutôt un certain temps à faire du calcul de la DAO, etc. Sur le travail. Voilà 4 zones qui ont été déterminées. On voit en haut à droite 8h40, donc c'est le total des prestations qu'on a déclarées pour ce jour-ci. On valide. Avant de quitter, on peut encore encoder des remarques spécifiques, soit internes, soit clients, en faisant évidemment bien attention que les remarques clients peuvent être vues par le client dans une liste de prestations.
On valide, on ne va rien encoder ici, on valide et on voit derrière que les 4 lignes de prestation ont été donc bien encodées et enregistrées dans le poste du dossier. Je reviens au poste en lui-même. On voit ici 4 prestations. On va maintenant s'occuper des frais. On va en encoder 1 ou 2 pour imager le propos. Voilà les frais. On va prendre aujourd'hui et on va aller chercher par exemple du déplacement. Encore une fois, on remarquera ici qu'on dissocie le temps des frais en eux-mêmes. Voilà, on a fait par exemple, on a dit 28 km. On pourrait avoir les 28 km de la géolocalisation ici, mais je n'ai pas prévu ce paramétrage. Donc 28 x 2, donc ça nous fait donc 56. On enregistre de l'autre côté. On va en plus aller dire que l'on a utilisé des bornes. On en a mis 4. Et enfin, on a au bureau imprimé des plans de dimension A3 et on en a imprimé une dizaine dans le cadre du bornage. J'enregistre ces lignes et on voit ici, oui, le message vert est intempestif, il doit être corrigé. On voit ici donc les 3 lignes de frais que l'on a bien enregistrées. Donc le dossier pourrait être fini. On a donc 4 lignes de prestation, 3 lignes de frais et on peut aller à la facturation. Facturation, on clique donc sur le grand bouton tableau de bord facturation et on ouvre une fiche qui va nous permettre plusieurs choses. On voit ici qu'il y a un menu avec 7 choix. On a d'abord les prestations. Alors les prestations, on retrouve bien sûr nos prestations à la différence près qu'on voit ici les taux de facturation et les totaux. Alors on a une colonne ou des colonnes vert clair, très clair, et on a des colonnes rose clair. Les premières colonnes sont les colonnes des prestations originales. Donc c'est vraiment ça qu'on a introduit au retour du terrain. Et tandis que les colonnes roses sont les mêmes prestations bien sûr, mais éventuellement ajustées. Alors on va imager le propos, par exemple le déplacement en 35 minutes. On va le laisser. Par contre, cette ligne-ci, terrain, mesurage extérieur, on a introduit 3h30 alors que c'était effectivement 4h. Je vais allumer l'ajustement et je vais ici mettre 12h35. Voilà, j'enregistre et je valide. Alors on voit ici maintenant que la ligne qui vient d'être ajustée est jaune. On voit en bas des tableaux 838 € et 887 €. Donc on a ajusté vers le haut puisqu'on est passé de 3h30 à 4h de prestation. Et on peut bien évidemment faire ça sur toutes les lignes. On va au niveau des frais. Bon, je ne vais pas ajuster les frais, peut-être un juste pour le propos. Voilà, on n'a pas mis 4 bornes, mais on en a mis 5. Je valide. Et ici donc, on a des totaux 174 et 193 qui ont été ajustés également. Ça, ce sont les boutons prestations et les boutons frais. Ensuite, nous avons les statistiques. Bon, ici, c'est un tout petit dossier. On a quelques graphiques mis à disposition qui nous indiquent en fait grosso modo ce qui s'est passé dans le dossier. Enfin, pas grosso modo de manière exacte, mais d'une manière graphique. Alors, il est clair que c'est le genre de graphique qui devient très très intéressant lorsqu'on a un gros dossier avec énormément de prestations où l'analyse devient pertinente. Voilà, on va se limiter là pour l'instant et on va facturer le dossier tout simplement. Donc j'ai fait de l'ajustement. Je reviens dans facturation. Je n'aurais pas dû quitter effectivement ce tableau de bord. Et je vais directement aller dans le premier choix qui est bien sûr la facturation. Alors on voit tout de suite à droite qu'on peut facturer pour toutes les prestations qu'on a introduites 1080,73 pour l'ensemble prestations et frais.
On a en dessous un résumé des factures émises, etc. On a bien sûr un solde, un reste à facturer pour le même montant. Et en dessous, on peut générer une nouvelle facture. Alors ici, c'est un dossier qui ne présente aucune difficulté. Je propose donc de prendre la facturation totale, l'entièreté des prestations et des frais. Je vais cliquer sur, je vais choisir d'abord ce choix et donc cliquer et générer une nouvelle facture. On arrive dans la fiche facture et donc on a directement le preview. Alors la facture, elle est grosso modo terminée. Elle n'est pas encore validée, document non validé. On voit en bas qu'il manque la date de facture et l'échéance de facture. Alors si on est content avec le contenu, avec les montants, donc on peut ici passer en revue les quelques boutons du dessus. Donc le client, ma foi, il est là. L'icône est verte avec le V, ce qui veut dire qu'on a tous les éléments. On a effectivement son adresse, etc. Si on veut que la facture soit envoyée au nom de monsieur et madame, par exemple, on peut cliquer sur la coche ici. Ensuite, on a la définition des montants. On retrouve les frais et les prestations. On peut éditer tout ça et remplacer la description qui est sommaire par autre chose de beaucoup plus spécifique et descriptif. On a donc les frais. Et ensuite, donc avant de la valider, il faut encore lui attribuer donc une date et un numéro. Il suffit de cliquer sur le bouton orange ici, générer la date et le numéro, chose qui est faite en quelques secondes évidemment. Voilà, à ce moment-ci, la date d'échéance est calculée et si on refait un preview de la facture, on a maintenant une facture qui est envoyable. Elle n'est pas encore validée, mais il ne manque plus rien du tout. On a la communication structurée en bas, on a la signature du responsable, on a l'adresse et au nom de monsieur et madame Pirot. Maintenant, on va valider la facture. Validation, alors c'est un contrôle qualité, voilà, on contrôle la facture, on la valide au 27 du 5. À partir de maintenant, la facture est envoyable car ne comporte plus aucun élément, je dirais, superflu à destination du client. Voilà la facture. Cela dit, le rouge est bien évidemment modifiable. On peut mettre une couleur un peu moins flashy pour envoyer au client. La facture maintenant est là. Le PDF est créé automatiquement. Voilà, il est stocké ici. Donc le PDF est prêt et on peut le réutiliser à tout moment. L'envoi, on peut l'envoyer directement à partir de la fiche facture par email. Voilà, on a maintenant ici un bouton bleu qui est devenu accessible et on a la fonctionnalité email. Évidemment, ici, je n'ai pas encore préparé mon compte email pour utiliser cette fonctionnalité, mais on pourrait donc maintenant, à partir de maintenant, avoir cette facilité d'envoyer l'email directement au client. La facture est validée, je confirme la validation, je sors de la liste des factures qui restent à finaliser pour revenir au niveau des factures de vente impayées. Et là, j'ai une nouvelle tuile qui est venue se créer au nom du client, Bernard Pirot, pour un montant de 1080, etc. Ça, c'est en bleu le montant total des éventuelles plusieurs factures qui seraient ici dans le tableau. Et ensuite, on aurait une ou plusieurs lignes en fonction du nombre des factures adressées à M. Pirot. Enfin, le grand total au-dessus, juste au-dessus de la tuile, nous donne le grand total de toutes les tuiles des factures impayées qui seraient éventuellement à ce niveau-ci. Voilà, on a fait la facture, elle est envoyée, on a vu qu'on pouvait l'envoyer par mail directement. On peut réouvrir le dossier, on peut aller dans le poste et à travers du poste, sans aller maintenant dans Finance, si on retourne au tableau de bord,
Voilà, j'ai cliqué sur le bouton, on arrive au tableau de bord. Si on va dans la facturation, on va retrouver ici une ligne pour la facture qui vient d'être établie. Et on a bien sûr le tableau ici qui est venu se mettre à jour. Facture émise pour 1080, à recevoir car elle n'est pas encore payée, 1080. Je peux acter que le poste est 100% facturé et enregistré. J'ai oublié peut-être au passage de switcher sur terminé, donc le poste peut être terminé également. On ferme le poste, on sort. Le dossier, on peut le considérer comme fermé également. On ferme le dossier. On pourrait l'archiver, mais on n'a pas encore implémenté cette fonctionnalité. Et voilà, le dossier est sorti de la liste des dossiers ouverts et se retrouve bien évidemment dans la liste de tous les dossiers. Le voici, avec un petit carré gris qui signifie simplement que le dossier est facturé. Si on ouvre ce dossier à partir d'ici, on a le choix de le réouvrir, de le remettre au statut ouvert, de vérifier différentes choses, de localiser le dossier en archive, mais ça, on ne l'a pas fait. Et voilà donc que s'achève la confection d'un dossier en régie, plus ou moins en temps réel, avec encore quelques explications. Après ce dossier en régie, je propose de faire très rapidement et peut-être encore plus rapidement un nouveau dossier, un autre dossier qu'on va considérer au forfait absolu. On va prendre le même client. On voit donc ici à droite qu'apparaît maintenant la liste des dossiers qui sont déjà à l'adresse de ce client. On a vu au passage que le contact présente une facture qui est impayée. Donc voilà, c'est juste un petit warning. Et on va par exemple faire une division pour prendre autre chose. On va bien évidemment prendre le même code postal puisque le terrain n'a pas changé. Et on va initialiser le dossier. Alors, on va prendre division. On va choisir là dans le division de biens, voilà. En termes de barème, on a proposé par exemple au client de dire écoutez, je fais ce job-là pour 1250 €, donc c'est un forfait absolu. Je valide le dossier et je vais le faire sans ordre de mission. Initialisation OK, donc maintenant je devrais retrouver mon dossier, non pas dans les dossiers favoris, mais dans les dossiers ouverts. Avec, voilà, nouveau dossier, division de biens, même adresse, la référence a changé, bien évidemment. J'ouvre mon dossier. J'arrive donc dans la première partie, rappel d'une facture impayée. Encore une fois, j'ouvre la première partie, j'ouvre la deuxième partie qui est donc le poste du dossier et je retrouve dans la partie finance l'indication du forfait absolu que j'ai proposé de suivre ou d'appliquer plutôt pour les frais de ce dossier. On va dire que je travaille quelque part dans mon dossier, je fais toutes les étapes et je procède donc à la division du bien, je vais sur le terrain, je fais les papiers, bref, les plans, et j'arrive à la facturation du dossier. Je reviens dans le tableau de bord facturation. Donc ici, on remarquera quelque chose d'important, c'est que je n'ai pas encodé de prestations, bien évidemment, puisque j'ai parlé d'un dossier à forfait absolu. Je viens donc dans le tableau de bord et dans la facturation, je retrouve le montant du forfait absolu que j'ai proposé à mon client. On remarquera bien évidemment que je n'ai aucune prestation, que je n'ai aucun frais et que je considère, j'ai envie de dire aveuglément, le montant du forfait absolu pour la facture. Donc je peux ici rechoisir
la totalité. Je fais le choix total, entièreté des prestations et des frais. Je génère la facture. J'arrive dans la fiche facture où le preview me donne déjà toute une série de choses. Et la facture, encore une fois, ici n'est pas validée. On va le faire. Manque encore une fois la date et l'échéance, ce qui est donc tout à fait normal. Au niveau de la date et l'échéance, on vient dans le document, on clique sur le bouton orange pour créer tout ça. On a la facture numéro 2, on a la date, on a l'échéance qui est comptant. Et on peut encore une fois valider la facture, tout simplement. Et éventuellement, si on choisit dans la liste déroulante email, on va faire comme tout à l'heure, mais on va être bloqué puisque le compte email n'est pas configuré pour l'instant dans cet ELAIS. On pourrait l'envoyer ici par email aussi vite qu'en cliquant sur quelques clics. Je vais sortir d'ici. Voilà. Je vais valider la facture, mais c'est déjà fait. Et je vais donc confirmer la validation avec ce petit panneau. Le poste est terminé. Je vais faire OK, terminé, comme on a fait tout à l'heure. Voulez-vous terminer le poste? Voilà, il est terminé, il est fermé, facturé à 100%. J'enregistre. Je reviens dans le dossier que je vais également fermer. J'enregistre et je sors de tout ça. Je n'ai ici plus aucun dossier ouvert. Je retourne dans les finances et maintenant je retrouve ici la tuile de M. Pirot qui a été mise à jour avec 2 factures et on voit donc la deuxième facture qui est venue s'inscrire un peu plus bas. Je n'ai pas ici la possibilité de voir le numéro, mais le format du numéro peut être changé. Tous les zéros non significatifs peut être évidemment enlevés. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a 2 factures impayées pour un total de 2330 et que j'ai en total de toutes mes factures impayées pour tous les clients, mais le même évidemment parce que je n'ai qu'un seul client ici, 2330 euros. Je retourne dans Activité. Et si je reprends ou demande la liste de tous mes dossiers, je vais avoir évidemment mes 2 dossiers fermés avec Pirot. On remarquera rien de spécial, sauf que quelque chose d'important. Si par exemple je reviens ici dans mon contact Monsieur Pirot, je clique sur la fiche de ce client, je retrouve la fiche classique de Monsieur Tout-le-Monde. Et si je vais dans la fiche spécifique à la qualité de client de Monsieur Pirot, je peux, par ce biais-là, trouver plusieurs choses. D'abord, il y a quelque chose d'important en haut à droite qui est le compte client. Voilà, je dois recevoir de Pirot 2820 euros. Et ici, dans les activités réalisées, donc dans les onglets du milieu, je vais retrouver l'ensemble des dossiers que j'aurai fait à l'adresse de Pirot. Une dernière chose, c'est que pour retrouver par exemple Monsieur Pirot, je pourrais taper être, qui est la rue, et voilà, ici je retrouve 2 choses en tapant simplement le numéro, plutôt le nom de la rue. Je vois que j'ai un contact qui habite cette rue-là, effectivement rue des Êtres, et je vois que j'ai fait 2 dossiers dans la même rue, donc chez Pirot évidemment ici tout se recoupe, mais on voit ici très bien la possibilité de recherche par n'importe quoi, et en l'occurrence par le nom de la rue. Et là, de là, je retrouve Pirot. Si j'avais borné toute la rue, j'aurais d'autres contacts évidemment avec d'autres dossiers, à condition que je trouve le être bien évidemment, quelque part dans la fiche. C'est ce qu'on appelle donc la recherche pas multicritère, mais full text, qui permet donc de retrouver n'importe quoi dans n'importe où dans ELAIS. Je reviens au menu principal et je vais passer ou repasser par activité pour montrer ce qu'on peut faire une fois que les dossiers sont bien gérés, sont bien remplis, etc. Comment peut-on, disons, profiter de la base de données.
Alors, il est clair que la recherche est fondamentale. On peut retrouver au-delà ou à l'intérieur plutôt de tous ces dossiers, il peut y en avoir évidemment autant qu'on veut, une information précise qu'on voudrait obtenir, enfin un dossier plutôt qu'on voudrait réouvrir par exemple, et dont on a de lui qu'une petite information embryonnaire. Par exemple, on va faire un exemple ici en reprenant la recherche full text, et je sais par exemple que le dossier c'était un chemin. En tout cas, le nom de la rue c'était chemin. Donc je tape chemin ici. Il est clair que je vais retrouver une série de, voilà, dans les dossiers, dans les contacts, j'ai plein d'adresses avec des adresses où chemin évidemment apparaît. Et dans les dossiers, j'ai également 23 dossiers dans lesquels le mot chemin existe. Pourquoi? Parce qu'il est probablement le lieu du mesurage, le lieu de l'intervention. Voilà, donc ça c'est une première chose euh, dont on peut profiter largement et surtout qui peut nous faire gagner énormément de temps dans la recherche d'un dossier. Si par exemple ici voilà j'ai une liste, oui il faut savoir que si les dossiers sont géolocalisés, on a par exemple ici on voit très bien sur les tuiles la petite terre qui veut dire que effectivement les dossiers sont géolocalisés. Alors si on passe par euh, la, le menu dynamique supérieur droit, géolocalisation, je vais en cliquant sur cette icône avoir la trace. Voilà, on voit déjà des marqueurs rouges qui sont la trace de dossier ouvert. Et je vois ici, si je remonte, énormément, enfin en tout cas un paquet de dossiers ouverts. Il me suffit de m'appesantir sur un des marqueurs pour savoir exactement de quoi il s'agit. En termes de géolocalisation, si par exemple je prends la liste des dossiers par commune, je vais prendre ici par exemple Bruxelles, voilà pour ne prendre que Hubert seul, je n'en ai qu'un. Je vais prendre Bruxelles par commune, voilà Bruxelles, j'en ai un paquet. Si je clique sur géolocalisation, je vais avoir l'image de tous les dossiers ouverts, non, de tous les dossiers qui ont été effectués sur Bruxelles. Je vais faire un zoom arrière. Voilà, évidemment, il y a un paquet de dossiers sur Bruxelles. On voit les dossiers ouverts et les dossiers en cours. Ceci pour dire que le résultat de la requête à ce niveau-ci, donc nous sommes dans activité dossier, le résultat de la requête, si je fais ici par client par exemple, je vais prendre un client presque quelconque. À la régie foncière de la ville de Bruxelles, évidemment ce sera peut-être la même chose, mais on va prendre peut-être quelque chose de plus simple. Voilà, je vais prendre ici, je n'en ai qu'un. Si je clique sur la géolocalisation, à condition que effectivement il n'est pas géolocalisé, on est mal tombé, à condition que donc les dossiers soient géolocalisés, on peut avoir évidemment la trace sur la carte. Il n'est pas géolocalisé non plus. Disons que le résultat de la requête, voilà qu'on va choisir ici. On va prendre par exemple, ici j'ai deux dossiers et on voit ici à gauche, à droite qu'ils sont géolocalisés. Si je clique sur le bouton géolocalisation, on va voir, si je fais un zoom arrière, voilà, on voit ici un dossier. Évidemment, la géolocalisation est peut-être la même dans la mesure où l'intervention est peut-être au même endroit. Disons que le résultat de la requête, c'est-à-dire ici on voit dossier par client BFIMO, le résultat de la requête est ce qu'on va voir sur la carte si je clique sur le bouton géolocalisation. Donc on a vu déjà la recherche spatiale entre guillemets,
le lieu, la recherche par le nom ou par le lieu de l'intervention, l'adresse par exemple, c'est quelque chose qui permet encore une fois de gagner un temps fou. Alors, que peut-on encore faire avec la base de données dossier si, encore une fois, on l'a entretenue? Et c'est là qu'on voit toute la notion de base de données par rapport à un simple outil de gestion de prestations et de gestion de facturation. C'est qu'on a ici bien plus que cela. Ici, par exemple, je vois l'évolution des dossiers au fil du temps, au fil des années, de 2016 à 2022. C'est un premier type de graphique. On peut avoir, par exemple, les dossiers par an et par code service. Donc, par code service, je vais prendre 21. On va ici découvrir un camembert qui va donner l'ensemble des codes services et leur répartition. En tout cas, les codes services principaux, à savoir, on a ici par exemple mesurage bâtiment, on a 49% de mesurage bâtiment, 11% de mesurage terrain, ou 6% de division de terrain. On voit apparaître ici la matière première, ou en tout cas les activités principales du bureau. Alors, ça peut être décisionnel comme statistique. Par exemple, je vois que mitoyen, nivellement, etc., on a quelque chose comme 1%. Ne peut-on pas se demander, puisque ce sont en général des dossiers, des petits dossiers, tiens, pourquoi pas ne pas abandonner peut-être, c'est une question à se poser, peut-être ce type d'activité. Si les prestations ont été encodées pour tous les dossiers, les prestations nous apportent aussi leur lot de, disons, d'informations. Par exemple, l'évolution des heures facturables. Si je prends l'année 2021, toute l'année, et on voit par exemple que par mois, en fait, les chiffres qu'on voit, ce sont des heures facturables, ou facturées tous les mois. On voit qu'il y a des mois très intensifs, avec 434 heures facturées, toutes personnes confondues, bien évidemment, avec ici une courbe qui s'en va vers le bas. Était-ce peut-être le Covid à l'époque et puis qui remonte? Voilà, ce sont toutes des informations dont on peut tirer parti et qui sont toujours à caractère décision analytique d'abord et décisionnel en finalité, bien évidemment, pour des raisons que chacun mettra en évidence. Je reviens une dernière fois au menu principal. On aura vu, j'espère, pendant cette vidéo particulière, puisque c'est une vidéo qui est importante, puisqu'on parle des dossiers, on parle facturation, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas intégré dans cette vidéo, mais on voit l'importance, bien sûr, de ce qu'on appelle le service et la gestion du service. Je crois qu'on aura vu par là que Elaïs se distingue probablement je me répète, hein, mais des outils de gestion qui font la part belle aux prestations et à la facturation. On n'a pas encore vu dans les dossiers, puisque j'ai voulu aller vite, comme si vous connaissiez Elaïs, plus ou moins bien, entre guillemets, mais on n'a pas encore vu dans les dossiers tout ce qui tout ce qui fait la valeur ajoutée de la base de données, qui est par exemple la gestion des tâches, la gestion du personnel, la gestion des plannings, où là, encore une fois, on peut affiner cette gestion que d'aucuns trouvent lourde, évidemment, mais je crois que toutes les minutes, tout le temps qu'on va passer sur Elaïs à un moment donné, on va très certainement en profiter ultérieurement. Encore une fois, quand on a un dossier, un nouveau dossier, passer du temps, 5 minutes, voire 10 minutes, à encoder le maximum d'informations que vous avez sur votre table, griffonner lors d'un rendez-vous par exemple, et ces informations, vous allez en retirer parti plus tard. C'est une grande leçon, c'est peut-être la toute grande leçon à retenir, mais ici je peux parler de généralement, depuis les contacts jusqu'aux finances, en partant par n'importe quel type de renseignement, le temps passé sur Elaïs à introduire quelque chose dans la base de données et de la valeur ajoutée à Elaïs dont vous tirerez parti plus tard.
Et comme je dis toujours, euh, cette, cette façon de faire permet encore une fois de tracer tout ce qu'on veut. Je crois qu'il y a une place pour chaque chose et chaque chose est à sa place dans Elaïs. Et vous allez construire au fil du temps ce que j'appelle l'historique de votre activité. D'une manière ou d'une autre, l'historique va se dessiner et vous allez pouvoir vous remémorer 10 ans après telle levée, tel détail, etc., etc. Il faut savoir que au-delà de ce qu'on vient de voir, de ce qui est entre guillemets alphabétique, il va y avoir quelque chose de très important qui est dans le module document et qui s'appelle la planothèque, qui va venir compléter tout ça. Donc tous les plans qu'on aura fait au niveau des activités vont venir s'enregistrer dans la planothèque. Et là, évidemment, on va acquérir une autre valeur avec tout ce qu'on aura sorti graphiquement du bureau. Parallèlement à cela, il va y avoir la possibilité de produire ce qu'on appelle des rapports par exemple annuels pour prendre un cas très classique. Tiens, je vais sortir le rapport de 2020 avec il y aura toute une série d'options qu'on voudra voir apparaître dans les rapports pour qu'ils soient plus ou moins détaillés en fonction de de ce qu'on veut garder. Et là, on sortira X pages qui vont résumer les contacts, les activités, bref, toute la matière du bureau pendant cette année-là. Et ce sont disons, des documents papier, donc à imprimer, enfin en PDF ou à imprimer, qu'on pourra garder dans une bibliothèque. Et en les parcourant, on aura encore une fois très fortement l'historique du bureau. Je reviens dans la base de données Elaïs et j'aimerais vous montrer la fonctionnalité de ce qu'on appelle dossiers historiques. Alors si je clique sur activité et si je prends l'ensemble des dossiers, voilà, ça ce sont les tuiles. Je vais passer en mode listing. Voilà, en mode listing, l'ensemble des dossiers que j'ai ici dans la base de données d'Elaïs. Alors on voit tout de suite des couleurs différentes et notamment la couleur ocre, jaune ocre, qui sont effectivement des dossiers historiques. Alors qu'est-ce qu'un dossier historique? Il arrive très régulièrement, quand on installe Elaïs dans un bureau, qu'on n'ait pas le temps, et c'est bien compréhensible, on n'ait pas le temps d'importer ou d'encoder les anciens dossiers qui n'ont pas été faits sous Elaïs. Alors, à côté de ça, il existe des opportunités où régulièrement, ah mais attention, ça c'est un vieux dossier, il faut le réouvrir et pour ce faire, on va l'importer, en tout cas on va l'encoder dans Elaïs et c'est ce qu'on appelle donc cette fonctionnalité de dossiers historiques. Alors on va passer par le double plus, c'est-à-dire la création d'un dossier. Donc là on est dans une procédure normale, on ouvre la fenêtre qui permet l'encodage d'un dossier, d'une offre, d'une information ou n'importe quoi, et nous avons un bouton dossiers historiques. Cliquer sur ce bouton nous amène dans un formulaire particulier qui permet en 2 colonnes d'encoder très rapidement un ancien dossier. Alors à gauche, nous avons la notion bien sûr de client, à droite la notion de dossier. Soit nous avons un client existant qu'on va aller chercher dans la base de données parce qu'il a déjà été réencodé, parce que on a déjà retravaillé dessus, soit on va pouvoir encoder un nouveau client avec des informations nécessaires mais suffisantes que pour que ce dossier soit réouvert. Si on a un client existant, voilà, on a déjà toute l'information nécessaire. On a éventuellement, si ce client est géoréférencé, on a son adresse bien évidemment, on a son géoréférencement et on peut aller chercher ici
le nom d'une personne responsable à l'époque, puisqu'on est en train de réouvrir un ancien dossier. Ça, c'est pour la gauche. À droite, on a la possibilité donc d'introduire quelques informations qui suffisent pour que ce dossier soit compatible avec la base de données ELAIS. Par exemple, je vais faire ici une date 01/01/2000 pour qu'elle soit bien mémorisable. On va avoir un dossier qu'à l'époque nous appelions 2000/001. Voilà, on va prendre des choses faciles. Générique du dossier voilà. Et enfin, un code service qui va être, en l'occurrence, un levé topographique classique. Levé technique, par exemple. Là où il y a des astérix, bien évidemment, l'information est strictement nécessaire. Nous avons ici, ça n'a rien à voir évidemment avec la Cano, un code postal Belgique. Et pour finir, des options. On peut introduire des références cadastrales. On peut introduire éventuellement toutes les factures relatives à ce dossier. On peut introduire des mots en vrac qui vont permettre, je vais pas taper étang par exemple, qui vont permettre de retrouver tout ça facilement si nécessaire. Je vais laisser les mots, je vais enlever les références cadastrales et les factures. Et pour finir, on peut soit encoder le dossier mais le laisser fermé. On a juste besoin de l'avoir dans la base de données, mais évidemment ce n'est pas spécialement ce qu'on cherche à mon avis. Et par défaut, donc le statut du dossier sera ouvert. Je vais valider tout ce que je viens d'introduire, enregistrement de ce dossier, ce qu'il se passe pour l'instant, et on peut tout de suite en série éventuellement enregistrer d'autres dossiers. Je vais faire non et je vais donc valider. Voilà le dossier historique qu'on vient d'encoder. On retrouve bien évidemment ce qu'on y a introduit, ce qui n'est pas grand chose. 2000/001 pour la référence, agraire pour le client, étant de la Cano et déjà donc les responsables internes et externes pour le dossier en question. Si on va dans le poste, bon, il n'y aura rien d'extraordinaire puisqu'il n'y a rien du tout, il est très vide. On nous rappelle ici que c'est un dossier historique, que le poste ne comporte pas de barème, mais on peut éventuellement réouvrir un barème et continuer le dossier. Voilà pour le dossier historique. Il y a une dernière chose qu'on peut encore faire avec un vieux dossier. Par exemple, il est clair que en l'absence d'Elaïs, en 2000 par exemple, on a quand même géré ce dossier d'une autre manière, d'une certaine manière, et on a établi probablement des répertoires à l'époque sur le disque dur, sur un disque dur, sur le serveur, n'importe où. Alors les répertoires d'Elaïs relatifs à ce dossier, ben, ils sont tous vides évidemment, parce que c'est un nouveau dossier qu'on vient de créer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller rechercher ou rattacher à ce dossier Elaïs un ancien répertoire qui aurait donc été créé à l'époque du dossier en question. Je vais ici prendre des dossiers et on va par exemple reprendre voilà, ce dossier-ci par exemple et on va sélectionner le dossier. Et on voit ici apparaître une annotation, autre répertoire attaché à ce dossier, et on a donc l'adresse complète de ce répertoire. Et c'est comme ça qu'on peut donc lier un dossier historique qui vient d'arriver dans Elaïs et qui est dans le contexte d'Elaïs avec les datas propres à Elaïs, mais qui est vide, bien évidemment, mais on lui indique l'adresse d'un répertoire dans lequel on peut retrouver l'ensemble des informations du dossier qui a été créé en 2000. Si maintenant je reclique sur ce bouton, je vais ouvrir
l'explorateur exactement à l'endroit du vieux répertoire du dossier 2000. Il y a des bureaux qui ont passé leur temps à encoder par ce biais-là tous leurs dossiers. Ils ont profité pour se faire souvent d'une étudiante pendant les vacances qui leur a permis donc d'introduire toutes ces anciennes choses. Maintenant, c'est pas évident. Il y a d'autres bureaux qui n'encodent des dossiers historiques, qui n'utilisent que cette fonctionnalité que quand ils en ont besoin. Et c'est effectivement ce que je recommande. Il ne sert à rien d'encoder des choses dans lesquelles on n'ira plus du tout s'il n'y a aucun besoin. Donc, il les encode au fil du temps, à chaque fois qu'un dossier ressurgit et qu'il faut donc retravailler. Voilà cette heure de formation, le jour numéro 4B, 4 bis sur les dossiers qui s'achèvent. Je vous donne rendez-vous à la journée suivante qui aura pour sujet la facturation, qui n'est évidemment qui est très importante. Et je vous souhaite dès à présent une bonne fin de journée et donc à bientôt.